Le 19 mars 1945, le lieutenant Grant Stout, aux commandes de la camp de son P-47 Thunderbolt, revenait d'une mission de bombardement en piqué au-dessus de l'Allemagne. Il repéra un train au sol et descendit pour le mitrailler. Mais quelques instants plus tard, son chasseur fut vu en train de se désintégrer en plein vol et son parachute s'ouvrit avant que l'épave ne percute le sol. On ne le revit jamais. La vérité ne fit surface que des années plus tard, et ce qui fut révélé enterrait sa famille aux États-Unis. Le plus sombre dans tout ça, c'est qu'il n'était pas le seul à connaître un tel sort. Vous allez découvrir ce qui s'est passé à travers l'histoire du P-47 Thunderbolt. Commençons par planter le décor. Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, la doctrine aérienne américaine était obsédée par les bombardiers à long rayon d'action. Ils étaient convaincus que la guerre pourrait être gagnée depuis les airs, en bombardant la capacité de l'ennemi à faire la guerre jusqu'à la réduire en poussière, en détruisant ses infrastructures et ses usines. Ils concentrèrent donc toute leur attention sur les gros bombardiers comme le B-17 Flying Fortress. Quant aux chasseurs, à l'époque appelés avions de poursuite, ils étaient envisagés comme quelque chose de totalement différent. Ils étaient destinés à être des intercepteurs à court rayon d'action pour protéger le territoire national en cas d'attaque aérienne ennemie. Et comme cela était considéré comme peu probable, on leur accordait moins d'attention. De ce fait, les États-Unis accusaient un sérieux retard en matière de technologie de chasseurs. Pendant ce temps, les Allemands faisaient exactement l'inverse et préparaient le Bf-109 pour la nouvelle guerre, qui était sans doute le meilleur chasseur au monde lors de sa première apparition. Les escadrons de chasse américains disposaient de P-40 Warhawk et de P-39 Aira Cobra, qui étaient corrects, mais clairement en retard en termes de performance et de puissance de feu. Puis la guerre éclata en 1939, et les Bf-109 allemands et les Spitfire britanniques montrèrent à quel point les chasseurs étaient importants. Les attentes selon lesquelles les formations de bombardiers avec leurs mitrailleuses de bord pour se protéger seraient en sécurité furent rapidement anéanties, et les États-Unis commencèrent à se démener pour concevoir un nouveau chasseur. Un ingénieur brillant, Alexander Kartveli, releva le défi et créa d'abord le P-35, puis le P-43 lancé. Cependant, ceci était assez médiocre et rapidement dépassé. Mais Kartveli n'en avait pas fini et retourna à sa planche à dessin pour créer un chasseur doté d'une puissance, d'une vitesse et d'une endurance sans précédent. En théorie du moins. Cependant, il allait faire quelque chose de vraiment intéressant. À l'époque, les chasseurs étaient conçus pour être aussi légers et profilés que possible, avec de petits moteurs refroidis par eau à l'avant. Voyez-vous, leur seule forme de protection était la vitesse et la maniabilité. Et en gros, une seule balle de mitrailleuse qui traversait le radiateur gâchait la journée du pilote et de son chasseur. Le liquide de refroidissement se répandait, le moteur surchauffait rapidement, et c'était terminé. Alexander bouleversa ce concept de légèreté, littéralement à l'envers, et conçut le chasseur monomoteur le plus gros et le plus lourd de la Seconde Guerre mondiale. Il commencerait aussi par le moteur et le système de suralimentation, puis construirait l'avion autour. Le prototype qu'il créa, le XP-47, fut conçu autour d'un énorme moteur Pratt & Whitney Double Wasp à 18 cylindres refroidis par air, couplé à rien de moins qu'un système de turbocompresseur intégré dans le fuselage. Ce moteur, développant plus de 2000 chevaux, possédait un système ingénieux qui boostait ses performances à haute altitude. Pour vous donner une idée de l'échelle, ce moteur avait une cylindrée de 46 litres, contre 27 litres pour le moteur Merlin du Spitfire et plus tard du Mustang. Il pesait plus de 7 tonnes à pleine charge, soit plus de 50% de plus que le Spitfire, et ce poids créait toute une série de problèmes. Au début, il était lent à la montée, et la première version avec son dos en forme de lame de rasoir limitait sévèrement la visibilité arrière du pilote, ce qui est absolument à éviter lors d'un combat aérien. Pour ne rien arranger, le prototype prometteur s'écrasa en raison d'une défaillance structurelle. Mais ils persistèrent, résolvant méticuleusement un problème après l'autre, jusqu'à ce que le P-47 Thunderbolt naisse enfin. L'un des aspects les plus frappants du Thunderbolt était ce système de suralimentation. Si vous n'êtes pas un passionné d'aviation, vous pouvez sauter les 20 prochaines secondes, mais je pense qu'il serait intéressant de l'expliquer. Voyez-vous, au lieu de placer le compresseur dans le nez comme la plupart des chasseurs, les ingénieurs l'ont installé tout au fond du fuselage. L'air entrait par une prise sous le nez, si grande qu'un homme pouvait grimper à l'intérieur. De là,
l'air circulait dans de longs conduits s'étendant vers l'arrière de l'avion. Ensuite, il se divisait en deux. Un flux allait vers la turbine du compresseur, était comprimé, puis renvoyé vers l'avant dans le carburateur, tandis que l'autre flux passait par un échangeur de chaleur avant de rejoindre le flux de retour vers le moteur. Le compresseur lui-même tirait sa puissance des gaz d'échappement chaud. Cela signifiait qu'à 8200 mètres d'altitude, le moteur respirait encore de l'air comprimé, ce qui permettait au Thunderbolt de combattre avec les mêmes performances là où de nombreux autres appareils peinaient avec l'air raréfié et voyaient leur performance chuter. Ce système sous le cockpit agissait également comme un coussin lors des atterrissages d'urgence, et le ventre lisse empêchait l'avion de se retourner. Il pouvait aussi absorber les balles au combat et causer rarement un désastre immédiat. Les réservoirs de carburant sous le pilote étaient auto-obturants, et le cockpit était protégé par des plaques blindées à l'avant et à l'arrière. Donc, avec le moteur refroidi par air qui ne pouvait pas être mis hors service par une seule balle comme le Merlin, et couplé à une structure d'aile robuste qui restait intacte sous le feu nourri, le Thunderbolt gagna une réputation d'être notoirement difficile à abattre. Il y eut bientôt de nombreux exemples de Thunderbolt revenant de mission avec la moitié de leur culasse ou des sections entières d'ailes manquantes et atteignant quand même la base. Ils revenaient de missions criblées de trous de balles, survivant même aux tirs de canon de 20 et 30 mm. Cependant, beaucoup d'entre eux furent abattus en Normandie lorsque leur mission principale changea. Et pour ceux qui survécurent à l'atterrissage forcé, de nouvelles horreurs les attendaient. Nous y reviendrons dans un instant, mais jetons d'abord un œil à l'armement. Le P-47 emportait une puissance de feu sérieuse pour l'époque. Chaque aile contenait 4 mitrailleuses Browning de calibre 50, soit 8 au total, chacune avec 350 cartouches. Lorsque les 8 tiraient ensemble, elles crachaient environ 100 coups par seconde, et le recul à lui seul pouvait ralentir l'avion de 50 km/h. Cependant, le compromis était que les munitions ne duraient qu'environ 35 secondes de tir continu, donc les pilotes apprenaient rapidement à surveiller la gâchette. Même ainsi, ces mitrailleuses n'étaient qu'une partie de l'équipement. Le Thunderbolt pouvait transporter plus de 1100 kg de bombes ou de roquettes sous ses ailes, ce qui en faisait le chasseur monomoteur le plus lourdement armé de toute la guerre. Et franchement, puisque cette charge le transformait en chasseur-bombardier naturel, vous pouvez déjà sentir que son rôle le plus destructeur était encore à venir, ainsi que la période la plus sombre pour ses pilotes. Les débuts au combat du Thunderbolt eurent lieu en mars 1943, mais la mission échoua en raison du mauvais temps et de problèmes de communication radio. Cependant, quelques jours plus tard, le Thunderbolt remporta sa première victoire aérienne, et rien de moins que contre le très redouté Focke-Wulf 190 allemand. Les pilotes qui avaient piloté des Spitfire élancés et agiles n'étaient pas impressionnés au départ par ce chasseur 3 fois plus lourd, et on peut comprendre le scepticisme. Mais le Thunderbolt fonctionnait de manière complètement différente, utilisant la puissance brute et la stabilité plutôt que l'agilité à laquelle les pilotes étaient habitués. Une fois ces atouts compris, le Thunderbolt devint l'un des chasseurs préférés. Après l'Europe, le Thunderbolt se répandit rapidement dans les théâtres méditerranéens et pacifiques. Les premiers modèles présentaient de sérieux problèmes au combat, le premier étant son hélice, qui n'était pas bien adaptée au moteur. Malgré un moteur puissant de près de 2000 chevaux dans les versions améliorées, il ne pouvait pas utiliser cette puissance avec l'hélice d'origine, ce qui lui donnait un taux de montée assez médiocre et des performances particulièrement faibles à basse altitude. Les pilotes allemands apprirent rapidement à exploiter cette faiblesse. Et si le combat aérien ne tournait pas en leur faveur, ils montaient simplement en pente raide et laissaient les Thunderbolts derrière, incapables de suivre. Cela fut résolu plus tard avec une hélice plus large, dite en palette, qui libéra tout le potentiel du moteur et améliora considérablement le taux de montée. Mais une autre chose fut introduite qui allait surprendre désagréablement les pilotes allemands. C'était un système d'injection d'eau, en gros un réservoir de 115 litres de mélange eau-alcool. L'injection de ce mélange donnait au moteur environ un tiers de puissance supplémentaire pendant une courte période que le pilote pouvait utiliser en cas d'urgence pour obtenir un avantage. De plus, les chasseurs allemands ne pouvaient pas suivre le Thunderbolt dans un piqué vertical à plus de 800 km/h sans que leurs ailes se déchirent. Alors que le Thunderbolt pouvait supporter de telles forces G grâce à sa structure robuste, les pilotes utilisaient cette tactique lorsqu'ils étaient en difficulté. Et une chose que le Thunderbolt pouvait faire qu'aucun autre chasseur ne pouvait, c'était encaisser une raclée massive et survivre.
Une fois, un Thunderbolt reçut 5 impacts directs de canon de 21 mm dans une aile et survécut. Le Thunderbolt du lieutenant Robert Johnson, par exemple, fut criblé de 20 obus de canon et de plus de 100 balles de mitrailleuse, avec une verrière fracassée, un fuselage comme du gruyère, et lui-même blessé. Il volait encore. L'as allemand qu'il avait pris en embuscade était tellement stupéfait qu'il ne s'abatte pas qu'après avoir épuisé toutes ses munitions. Il se plaça à côté du Thunderbolt estropié, fit un salut et rompit le combat pendant que Johnson regagnait les lignes alliées. À cause d'histoires comme celle-ci et du fait que le cockpit était beaucoup plus grand que celui d'autres chasseurs, les pilotes plaisantaient en disant que lorsqu'ils étaient attaqués, ils pouvaient détacher leur harnais et courir dans le cockpit pour esquiver les balles. La verrière à bulles arriva bientôt comme une amélioration majeure, rendant la visibilité bien meilleure, ce qui était plus qu'important dans les combats aériens. Le Thunderbolt était désormais un oiseau bien plus dangereux et capable. Un problème qui hanta le P-47 tout au long de sa carrière fut sa consommation de carburant. C'était un avion assez gourmand, avec environ 1h30 à 2 heures d'autonomie avec 1155 litres de carburant dans les réservoirs internes. Il avait environ 80 km de rayon d'action de plus que le Spitfire, mais cela ne convenait pas pour les missions d'escorte de bombardiers pour lesquelles il était nécessaire. Les réservoirs largables améliorèrent le rayon d'action avec des réservoirs ventaux de 285 et plus tard 410 litres qui pouvaient être largués une fois vides ou en cas de combat aérien. Mais malgré tout, c'était loin du rayon d'action nécessaire pour suivre les bombardiers lors de missions en profondeur en territoire ennemi. Le P-51 Mustang arriverait comme la solution idéale et prendrait en charge ce rôle. Tandis que le Thunderbolt allait maintenant se concentrer sur quelque chose de différent et peut-être encore plus dangereux, le rôle qui allait définir ce qui allait arriver à ses pilotes, et c'est le rôle d'attaque au sol. En raison de sa constitution robuste et de sa capacité à transporter une lourde charge utile, le Thunderbolt était tout simplement idéal pour l'attaque au sol et les rôles d'appui aérien rapprochés. Mais c'était un travail très dangereux, car il volait extrêmement bas, à portée de toutes les armes anti-aériennes. Au fil de 1944, les Thunderbolts excellèrent dans les missions de mitraillage et de bombardement, dévastant tous les mouvements de l'armée allemande au sol. En plus de ces 8 mitrailleuses lourdes, ils pouvaient transporter 1130 kg de bombes ou de roquettes et plonger à grande vitesse pour larguer la charge utile avec précision. Ainsi, les Allemands devinrent finalement réticents à déplacer des véhicules en plein jour. Mais les Allemands ne restaient pas les bras croisés à ne rien faire pour arrêter ça. Le tir anti-aérien était toujours dangereux, peu importe à quel point le Thunderbolt était difficile à abattre. Bien que leurs chances de survivre au combat étaient relativement bonnes, de nombreux pilotes de Thunderbolt furent abattus ou durent sauter en parachute profondément en territoire ennemi, où leur grand succès dans les attaques au sol contre les Allemands ne les aidait pas. Dans un monde idéal, selon les conventions de Genève, un aviateur qui sautait en parachute et se rendait devait être traité comme un prisonnier de guerre avec toutes les protections que les conventions décrivent. Mais bien que ce soit ce qui s'est passé dans de nombreux cas, nous ne vivons pas dans un monde idéal et les pilotes n'étaient pas toujours traités comme ils auraient dû l'être. Habituellement, soit les soldats de la Wehrmacht allemande, soit la police locale appréhendèrent le pilote abattu et l'envoyaient dans des camps de prisonniers de guerre où la plupart d'entre eux attendaient jusqu'à la fin de la guerre. Pas dans des conditions idéales, plutôt ennuyés, mais vivants. Cependant, il y avait une autre façon dont les choses pouvaient tourner. En 1944, des civils outrés, qui étaient grandement affectés par les campagnes de bombardement alliées et bien sûr les attaques au sol, commencèrent à se faire justice eux-mêmes. Les villes allemandes étaient martelées par la campagne de bombardement conjointe britannique et américaine, et les civils souffraient terriblement, avec un nombre énorme de morts parmi la population et des pénuries de nourriture et de produits de première nécessité à cause des bombardements. Pour ajouter à cela, les chasseurs bombardiers comme le Thunderbolt attaquaient tout ce qui bougeait, comme les trains, les convois et même les fermes suspectées de cacher du matériel militaire. Pour la population allemande au sol, les aviateurs alliés n'étaient pas regardés avec sympathie, et pour une bonne raison, et on ne peut pas les blâmer. La propagande nazie ne faisait qu'alimenter cette haine encore plus, les aviateurs alliés étant qualifiés de pilotes de la terreur ou de gangsters des airs, ne méritant aucune pitié. Il existe même des données suggérant qu'Hitler a discuté de l'exécution officielle des aviateurs alliés capturés, mais ils n'ont pas osé violer les conventions de Genève à ce point.
Au lieu de cela, les responsables nazis fermaient plus ou moins les yeux et laissaient la foule en colère faire ce qu'elle voulait. Certains civils allemands chassaient littéralement activement les pilotes alliés, dont beaucoup étaient des pilotes de Thunderbolt car ils avaient de grandes chances d'être touchés lors de leurs attaques risquées à basse altitude. Le 19 mars 1945, le lieutenant Grant G. Stout, pilote de Thunderbolt, fut abattu près de la ville allemande de Dortmund. Il réussit à s'éjecter, atterrissant plus ou moins en sécurité sous son parachute, mais fut immédiatement fait prisonnier par du personnel de la Luftwaffe qui opérait une batterie de flak locales. Cela aurait dû signifier captivité, interrogatoire et finalement un camp de prisonniers de guerre. Au lieu de cela, ce qui suivit devint un sombre exemple de la façon dont la discipline en Allemagne se désintégrait dans les derniers mois de la guerre. Selon les témoignages recueillis après la guerre, le commandant de la batterie allemande conduisit Stout dans un village voisin, montra le pilote capturé et dit à la foule quelque chose comme « Voici l'un des pilotes assassins, faites ce que vous voulez ». Des témoins décrivirent plus tard comment une foule commença à le battre horriblement jusqu'à ce que Stout meure, selon certains récits abattu par le sergent de la Luftwaffe, selon d'autres du passage à tabac sauvage lui-même. Son corps fut enterré à la hâte dans une fosse anonyme à l'extérieur du village. Et ce n'est que quelques années après la guerre que la véritable vérité fut découverte lors de l'enquête sur des centaines d'exemples similaires. En 1947, 4 Allemands furent jugés par un tribunal militaire américain pour le meurtre. Parmi eux, le sergent de flak Georg Meyer, qui reçut une peine de prison à vie. Quelques semaines plus tard, le 13 avril 1945, un autre pilote américain de Thunderbolt, le commandant William T. Shorty, Bales, était en mission au-dessus de la Saxe. Bales était un pilote de combat décoré, déjà récompensé de la Distinguished Flying Cross, et il avait remporté plusieurs victoires aériennes, y compris l'exploit rare d'avoir abattu un avion à réaction allemand Me-262. Lors de cette mission, son escadron attaquait des cibles de transport allemandes près de la ville de Hainichen, lorsque Bales engagea un avion bimoteur allemand et essuya des tirs nourris depuis le sol. Son P-47 fut gravement endommagé, le forçant à se poser en catastrophe dans un champ près du petit village de Bayersdorf. Bales survécut à l'atterrissage avec seulement des blessures de mineur et sortit vivant du cockpit. Mais le moment ne pouvait pas être pire. Un peu plus tôt ce jour-là, des bombes de la mission de son propre groupe avaient frappé Hainichen, causant des dégâts à la ville et tuant au moins un civil. Donc, lorsque les habitants virent un pilote américain sortir d'un Thunderbolt abattu, ils ne le virent pas comme un soldat se rendant. Pour eux, c'était l'homme qui venait de participer au bombardement de leur maison. Ce qui suivit fut reconstitué plus tard grâce à une enquête américaine et même à des reportages de journalistes allemands des décennies plus tard. Lorsque Bale s'approcha d'un petit groupe d'habitants et tenta de se rendre, il fut plutôt abattu d'une balle dans l'estomac à bout portant. Les villageois le remirent ensuite aux membres de la police locale. Il fut emmené dans un hôpital de la ville voisine avant de mourir de ses blessures le lendemain. Le commandant Bales n'avait que 29 ans. Ce n'étaient que quelques exemples parmi d'autres. Il y avait bien sûr d'autres pilotes ou équipages de bombardiers, et on estime qu'environ 1000 incidents de ce type furent effectivement recensés. Beaucoup d'entre eux furent jugés pour brutalité envers les aviateurs alliés capturés lors de procès tenus à Dachau, l'ancien camp de concentration transformé en lieu de tribunal militaire américain. Cependant, on peut comprendre la rage de quelqu'un qui vient de perdre des êtres chers et a vu sa ville natale bombardée si impitoyablement. Mais tous les Allemands ne faisaient pas ça, bien sûr, et il y a beaucoup plus d'exemples de décence et de compassion où des villageois ont aidé des aviateurs alliés ou même les ont cachés et protégés jusqu'à l'arrivée des autorités. Quant au Thunderbolt, il termina son parcours de guerre dans le Pacifique, combattant aux côtés d'autres célèbres chasseurs alliés. À la fin de la guerre, plus de 15 500 P-47 avaient été produits, plus que tout autre modèle de chasseurs américains. Ces pilotes effectuèrent plus d'1 demi-million de sorties de combat sur plusieurs théâtres et sont crédités de plus de 3700 avions ennemis abattus, un nombre de victoires dépassé seulement par le Mustang. Ils mitraillèrent et bombardèrent également des milliers de trains, des dizaines de milliers de camions et des centaines de véhicules blindés et de chars. Ils fournirent un appui direct à l'infanterie et furent eux cruciaux pour établir une tête de pont en Europe après le jour J. Après la guerre, quelques-uns virent l'action en Corée, mais l'ère des chasseurs à hélice était terminée et prise en charge par l'ère des jets.
Le successeur du Thunderbolt viendrait sur la base de ces principes, le A-10 Thunderbolt II. Il fut construit sur le même concept de ne pas être le jet le plus rapide, mais certainement extrêmement difficile à abattre et lourdement armé avec un canon rotatif de 30 mm.